Comme sur ce live toujours à Global Industries et nous sommes actuellement sur le stand de la French Fab. Alors nous avons avec nous deux invités en cette fin d'après-midi. Pedro Novo qui est directeur exécutif en charge des activités export. Hein, c'est bien ça, chez BPI France. Et puis à côté Guillaume Mortelier qu'on connaît déjà, on l'a déjà interviewé dans ce live. Il est directeur exécutif, direction accompagnement aussi chez BPI France. Alors qu'est-ce que vous faites ici sur ce salon? Expliquez-nous un petit peu. Eh bien, nous sommes sur ce salon parce que ça s'inscrit dans une opération que nous avons montée entre le salon Global Industries et une opération à Nuremberg où nous nous projetons dans les prochaines semaines. Donc c'est une mission que nous avons montée pour une trentaine d'entreprises industrielles françaises de la French Fab pour apprendre à redesigner leurs concepts industriels, profiter de la sortie de crise pour prendre en compte justement cette nouvelle vague qui passe par la digitalisation, qui passe par des nouveaux modèles, qui passe par un nouveau modèle de process également en termes d'organisation, de fonctionnement. Et tous ces inputs, il faut voir l'état de l'art. Alors on les a amenés ici et on les amènera également à Nuremberg, rencontrer le meilleur de ce qui se fait également en Allemagne, dans la numérisation, dans la digitalisation, dans la transformation de l'industrie du futur. C'est le sujet de l'industrie du futur que nous tentons de designer en emmenant cette trentaine d'entrepreneurs avec BPI France, avec Business France et avec l'école des mines. L'école des mines, exactement. D'accord. Alors, cette mission à l'export, hein, ces fameuses missions à l'export, hein, qui sont vraiment importantes hein, pour le monde de l'industrie, elle s'appelle donc Learn and Pick Nuremberg. Alors, comment ça se passe exactement? Il y a un parcours, expliquez-nous un petit peu concrètement, comment vous allez les amener jusqu'à Nuremberg. Alors fondamentalement, dans cette logique d'aller un peu ouvrir les antennes, voir à peu près ce qui se passe, ce que l'on fait, c'est deux séquences. Une première séquence de 2 jours à Global Industries, où on va aller voir avec ces dirigeants, cette trentaine de dirigeants, quelles sont les technologies, quels sont les nouveaux usages que l'on peut repérer auprès d'industriels. Et pour cela, Global, avoir des producteurs de machines, des offreurs de services de transition numérique, c'est fondamental. Une fois qu'on a ces idées-là, on revient dans l'entreprise et on va s'interroger en quoi ces nouvelles technologies peuvent me servir. D'abord pour améliorer simplement mes opérations, mais aussi et surtout pour faire les choses différemment. C'est-à-dire qu'un produit aujourd'hui avec les technologies, notamment la fabrication additive, l'impression 3D, avec même tout ce qu'on peut faire aujourd'hui au niveau de laser sur la découpe et autres, on peut faire des choses de façon totalement différente de ce que l'on le faisait avant. Et donc ces dirigeants qui vont voir ça vont rentrer dans leur entreprise, voir comment ça peut impacter la manière dont ils produisent, de la manière dont ils servent leurs clients, et du coup interroger leur propre business model, fondamentalement. Au bout de 2 mois, on les amène cette fois-ci à Nuremberg, et à Nuremberg, on va voir grand salon sur l'industrie, où on va voir notamment l'exemple de l'industrie allemande. Et sur certains aspects, en fait, notamment sur les machines, on peut avoir des exemples un peu plus avancés, on va dire, en termes technologiques, mais aussi sur certains aspects, on peut voir qu'on n'a pas à avoir honte de l'écosystème français, loin de là, notamment sur le numérique, où on est largement aussi développé que les entreprises outre-Rhin sur ces aspects-là. Donc c'est vraiment cette double détente finalement que l'on a, une première réflexion, un premier shoot, on va dire, pour voir les technologies à l'œuvre en France, ça c'est global. Dans 2 mois, on voit à Nuremberg pour reprendre un deuxième shoot et ça, instiller une dynamique auprès de ces dirigeants pour aller transiter vers l'industrie du futur. Alors après l'idée, Pedro Novo, c'est de débriefer tout ça évidemment et d'aller plus loin. L'Allemagne, ça reste quand même encore l'exemple à suivre ou pas tant que ça? C'est vrai qu'on l'érige, c'est 20% du PIB, hein, je crois, vous allez nous donner les meilleurs chiffres, vous êtes banquier je crois, et pas moi. C'est pas un hasard si c'est Nuremberg, il faut quand même s'inspirer de ce modèle et puis faire des choses différentes, hein, parce que c'est la French Fab aussi, donc c'est des produits aussi à la française. Expliquez-nous un petit peu le cheminement intellectuel de cette démarche à l'export. Vous ne me ferez pas dire qu'en Allemagne c'est mieux. D'abord on a une industrie française qui n'a pas à rougir et on voit souvent d'ailleurs nos entrepreneurs quand on les emmène dans des salons en Allemagne à la découverte de ce qui se fait, qui sont à la fois rassurés par ce qu'ils observent en constatant qu'ils ne sont pas si en retard que ça, qu'il y a aussi de l'inspiration sur des modèles nouveaux, mais qu'il y a aussi, parce que l'Allemagne attire comme en France, on n'a pas aujourd'hui beaucoup d'étrangers, il faut se dire les choses, sur le salon Global Industries pour toutes les raisons qu'on connaît, notamment d'Asie, des États-Unis et autres. Mais en revanche en Allemagne, ça sera sans doute le cas encore à Nuremberg pour les raisons sanitaires, mais c'est souvent un lieu qui est
identifié par les grandes puissances mondiales comme une concentration des grandes nations industrielles qui vient démontrer ce qu'ils savent faire de mieux. Eh bien, c'est ce benchmark-là qui est intéressant. Notre objectif, comme Guillaume l'a rappelé, c'est qu'en sortie de ce parcours qui va durer près de 2 mois, les entreprises décident de se mettre en mouvement, de choisir le déséquilibre avant. La bonne nouvelle, c'est qu'en sortie de crise, comme nous sommes en train de le vivre, avec une croissance bien au-dessus de ce qui était prévu, avec un désir d'investissement et un programme France Relance qui est en train de mettre les moyens pour que nos industriels se mettent justement dans ces choix qui sont des choix de rupture, qui sont des choix ambitieux, qui sont des choix, quand on les interroge, qu'ils n'avaient jamais eu le courage de faire avant. Pour toutes les raisons. On n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, ce n'est pas une priorité. Et bien maintenant, on a un alignement d'étoiles qui est extrêmement favorable, qui fait que ces entrepreneurs ont les moyens de tenir les promesses de leurs ambitions en découvrant ce qui se fait de mieux. En voyant ça, ils se disent « moi je vais le faire ». Et c'est pour ça aussi que nous avons emmené un collectif et pas des entreprises en individuel, parce que ça, ce travail en collaboration, en meute, comme on aime le dire souvent, eh bien il rassure, il y a un effet de groupe, ils se challengent les uns les autres, ils se disent « si toi tu peux le faire, moi je peux le faire ». Ou alors on va travailler ensemble, on va coopérer, j'en fais un bout, tu fais l'autre partie du projet. Et ça c'est très nouveau, on a envie d'enraciner la démarche de croissance et le désir d'investissement de ces entreprises dans ce collectif, raison pour laquelle on a monté cette mission avec Guillaume. D'accord, donc en fait cette mission ça fonctionne un petit peu comme une catharsis pour ces entrepreneurs en disant n'ayez pas honte, on sait faire mais on peut encore mieux faire, c'est ça ? Exactement, mais c'est une catharsis ensuite qu'on veut productive. C'est ça notre enjeu, c'est que de cette catharsis, en fait, on soit capable d'aller vers la transformation. Et c'est pour ça qu'en parallèle à cette mission, on va aller injecter de l'expertise au sein de ces dirigeants. On va aller screener leur maturité sur l'industrie 4.0, voir où ils en sont. Est-ce qu'ils sont vraiment au début de la réflexion? Est-ce que leur enjeu c'est d'intégrer des nouvelles technologies? Ou est-ce que... Non, ils ont déjà pas mal intégré. Maintenant, c'est de faire un peu d'ordre et puis d'aller plus loin et puis de travailler sur l'organisation pour être capable d'intégrer ces boucles de plus en plus fines d'intégration technologique avec des technologies qui viennent percoler leur business de façon de plus en plus répétée et avec des cycles de plus en plus courts. Comment est-ce que j'adapte mon organisation pour faire ça? Et donc on va aller screener cette maturité-là et ensuite en fonction de leur maturité, aller travailler sur leur stratégie ou aller travailler directement sur la mise en œuvre. Donc de ce bouillon de culture dans lequel on les plonge pendant 2 mois, on veut qu'on sorte sur de l'opérationnel. Ça c'est fondamental. C'est ça, puis Pedro Novo, il faut le rappeler quand même, c'est une mission à l'export, Learn & Pick Nuremberg, qui est là pour permettre aux entreprises de réussir leur transition numérique. On parle beaucoup de transition sur ce salon, transition numérique, transition écologique, c'est ça aussi derrière, hein, c'est le numérique là, pour le coup. Moi, je rajouterais aussi une transition internationale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas investir autant dans le renouveau de l'industrie française, dans le design de l'industrie du futur qu'on est en train d'établir, qui est ancré dans le paysage français industriel, qui est booming, hein. On a aujourd'hui 2 gros sujets. Les moyens financiers, ils sont là. Le gros enjeu, et vous le voyez que c'est le dénominateur commun des industriels du salon, c'est aussi le capital humain. Comment attirer, fédérer les talents, comment garder les meilleurs dans les territoires, comment créer de l'emploi dans les territoires autour d'un projet ambitieux pour l'industrie. Ça, c'est une réalité. L'autre réalité, c'est comment je projette toute cette technologie, ce savoir-faire dans une chaîne de valeur dont les fondamentaux ont bougé dans le monde. Il y a des arbitrages qui se sont opérés, d'autres qui s'opéreront encore sur le rapatriement d'une partie des sous-traitants, des fournisseurs vers une zone plus proche des sites de production industrielle. Nous avons aussi fait une accélération digitale, nous-mêmes, vous-même. Depuis près d'1 an et demi, on n'a jamais fait autant de progrès en 1 an et demi que sur les 5 ou 6 dernières années, en raison de la situation Covid. Il en est de même pour nos entreprises industrielles. Elles ont découvert en remote que les process qu'ils avaient mis en place sont des process qui peuvent être adaptés, que la façon dont ils travaillaient peut être modifiée. Je prends un exemple. Quand vous voyez le coût du fret aujourd'hui, qui est 20 à 30 fois supérieur à ce qu'il était il y a encore 1 an et demi, la plupart des industriels français s'interrogent sur la possibilité de maintenir une chaîne de valeur ou de production avec de tels coûts de transport en l'état actuel des choses. Donc ça interroge les modèles de production. Est-ce qu'on va s'installer sur place pour produire vis-à-vis au plus près du client bénéficiaire final dans la chaîne de production? Est-ce que je rapatrie une partie de mon sourcing dans la zone Europe par exemple? Et pourquoi Nuremberg? Pourquoi l'Allemagne? Parce que l'Allemagne, c'est le premier partenaire industriel de la France. On a un déficit commercial qui est de l'ordre de 15 milliards en vitesse de croisière. La bonne nouvelle de la dernière année, c'est qu'on est descendu à 10 milliards de déficit avec l'Allemagne. On a gagné 5. C'est pas beau encore, mais enfin on est sur une bonne trajectoire. Il y a un contexte qui l'explique. On ne va pas s'en réjouir, mais enfin voilà. Donc il y a une réalité de déséquilibre industriel et notre combat, c'est d'aller chercher davantage d'équilibre entre les deux.
Un point que je permettrai de terminer là-dessus, c'est que l'agenda, le momentum, nous avons eu un dispositif de soutien aux entreprises françaises sur un plan de relance export et sur un plan de soutien aux entreprises et à l'emploi. Ce plan de soutien a protégé le PGE, le fonds de résilience, le fonds de solidarité, toutes les mesures gouvernementales ont protégé les entreprises françaises, sans doute plus que dans d'autres géographies d'Europe ou du monde. Ça donne du coup une puissance de frappe à nos entreprises aujourd'hui en implantation, en acquisition. Je vous donne un chiffre pour terminer. Vous avez 5 fois plus de mandats dans les boutiques de M&A, donc de fusion-acquisition, pour acheter des PME ou pour acheter des ETI en Europe aujourd'hui qui viennent de boîtes françaises. 5 fois plus qu'en 2019. Ça veut dire que nos Français sont à l'offensive et si on les emmène à Nuremberg, c'est pour aller voir ce qui se passe en Allemagne, trouver des partenaires allemands, construire le modèle industriel français qui s'inscrira dans une Europe de relance et de croissance. Alors ça, ce sont les enjeux de la transformation numérique. Alors justement, Guillaume, les solutions d'accompagnement BPI France s'adaptent-ils aux attentes des entrepreneurs qui sont présents finalement? Qu'est-ce que vous leur dites? Quel est le discours? Est-ce qu'on vous comprend finalement? Est-ce que vous apportez les bonnes solutions? On a l'ambition d'apporter les bonnes solutions, mais peut-être pour faire le lien avec la question de l'export en fait, et pour illustrer en quoi on ne peut pas séparer l'export du développement simplement et de la performance industrielle. Regardez par exemple sur la réalité augmentée, 3D. Aujourd'hui, un industriel qui est capable de mettre, par exemple un producteur de machines, qui est capable de créer une solution de visualisation 3D. Quel est son avantage? C'est qu'il peut aller vendre à un client qui est en France, peut le mettre et qui peut tester la machine avant même qu'elle soit construite, parce qu'il peut déjà opérer, préciser ses spécifications et du coup raccourcir son cycle de production, parce que son client saura mieux ce qu'il veut après avoir testé la machine. Et ensuite, quand il va aller le vendre, et il peut le vendre à l'international, parce que former des collaborateurs qui sont aux États-Unis aujourd'hui avec la 3D, on l'a fait pendant le confinement. On a des vendeurs de machines en fait qui ont fait des systèmes de visualisation de la machine pour que les opérateurs soient formés avant même que la machine n'arrive. Et donc ça raccourcit fortement les cycles à la fois de conception et de commercialisation et de mise en place. C'est pour ça que vous voyez, un dispositif comme la réalité augmentée est fondamental, notamment pour l'export. Il va impacter à la fois la conception et aussi l'export. C'est pour ça qu'il faut le penser en un. Qu'est-ce qu'on va faire nous par exemple là-dedans? Notre rôle, c'est de rompre la solitude du dirigeant et de lui apporter l'expertise dont il a besoin au moment où il va faire cette réflexion. Vous voyez bien que le dirigeant aujourd'hui, il est face à des enjeux qui lui arrivent en face, qui sont la transition numérique, les enjeux de transition climatique, les enjeux d'export, et tout ça se présente devant lui. Quel est notre rôle en tant que BPI France? C'est de lui simplifier la vie. Et comment on lui simplifie la vie? On lui met des experts qui ont une capacité à réfléchir au niveau global, au niveau de son entreprise. Des experts qui réfléchissent avec sa stratégie, qui réfléchissent sur son organisation, qui réfléchissent sur sa gouvernance. Et lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre, on est capable ensemble de trouver les bons prestataires qui vont l'accompagner dans la mise en œuvre technologique. C'est ça notre ambition et c'est ce que l'on fait de manière massive. Si je vous donne quelques chiffres sur l'accompagnement, cette année, c'est 3400 missions de conseil qu'on va réaliser auprès de dirigeants de PME et d'ETI. Et si on rajoute les missions export, 2700, 3000 presque cette année. Donc vous voyez qu'on a une capacité à aller accompagner finement, parce que pour faire 3000 missions export, pour faire 3400 missions de conseil, ça veut dire qu'on est dans l'intimité des dirigeants, parce qu'on va leur parler de stratégie, on va leur parler de core business. Et ça, en tant que BPI France, c'est vraiment notre ambition, c'est de leur fournir ce service-là, à la meilleure qualité qui soit. Alors justement, en matière de transition numérique, est-ce que le segment de l'industrie est au diapason des autres segments d'activité? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est en avance? Quel est l'état des choses finalement? Concrètement, on a une vague de transformation du pays sur le digital, vraiment, véritablement, qui touche tous les secteurs. Je pourrais vous parler du tourisme. La transformation digitale du tourisme est une affaire d'État. Il est urgent aujourd'hui d'accompagner des filières qui sont trop encore un peu romantiques finalement par rapport à ce qu'est la réalité de la transformation numérique et digitale. C'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans les transports, c'est vrai dans tous les domaines, y compris chez les particuliers et les consommateurs. Donc cette transformation, on ne l'évitera pas. Il faut bien la faire. Pour bien la faire, c'est ce que tu viens de dire, il faut être bien accompagné, il faut avoir les bons conseils, il faut oser aller chercher la compétence là où elle est et s'entourer des gens capables de vous orienter sur ce chemin. Le digital, on l'a vu sur l'année et demie qu'on vient de passer, c'est un moyen bien de conquérir des nouveaux clients, de le faire à distance, d'adapter la relation et le service après-vente, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez livré votre machine, aujourd'hui on voit plein de solutions développées qui permettent de travailler, de réparer une machine à distance avec des solutions en réalité augmentée, 3D ou digitale. Eh bien ça n'existait pas il y a 4 ou 5 ans en arrière, c'est devenu une réalité française et industrielle. Voilà. Et je rajouterai un point sur cette nécessité du moment, c'est que les plans de relance qu'on a évoqués, ils ont une fin.
ces plans de relance, ils sont aujourd'hui présents et disponibles, ils ne vont pas durer des années, et il va falloir rapidement s'en saisir, parce que je vais vous dire un truc, les Italiens et les Allemands ne nous attendent pas, pour ne citer qu'eux. Les industriels des autres continents américains, mexicains ou d'Asie du Sud-Est ou d'Asie, ils ne nous attendent pas. Et donc si on ne va pas se saisir nous-mêmes avec nos entreprises, en les emmenant maintenant à la rencontre des marchés où ils peuvent prétendre avoir des revendications par rapport à la qualité du produit, à la qualité de l'offre, avec en plus les moyens de le faire. Voilà, juste pour terminer, il n'y a jamais eu autant de moyens réunis pour financer les démarches d'accompagnement et de formation ou pour financer le développement export de ces entreprises. Par exemple, la Team France Export, on a mis 250 millions d'euros sur la table pour essayer de financer, pas pour essayer, on va le faire, 1500 projets de prospection pour des PME et des ETI industriels de France partout dans le monde. 1500 par an. Donc il y a 1500 entreprises qui vont prospecter, reprendre des salons, aller chercher des nouveaux clients, s'implanter, acheter des boîtes. C'est 300 millions par an qu'on va injecter dans le bilan des boîtes pour permettre ce genre de choses. Eh bien, c'est une illustration parmi d'autres. Le financement international finance les ventes de nos Français. Ça, c'est indispensable. Plus on va maintenant développer ce savoir-faire industriel français qui va faire gagner des parts de marché, plus il va falloir apporter des solutions de financement international. Aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, nous avons engagé plus de 13 milliards d'euros de couverture de contrats commerciaux pour nos industriels français dans le monde. Aujourd'hui, c'est plus 120% que l'année dernière, c'est plus 20% que 2019. Donc il se passe quelque chose. Voilà, c'est le moment, il faut le saisir, c'est pour ça qu'on est là. D'accord, justement, une dernière question, Guillaume, pour rebondir sur les propos de Pedro Novo, en quoi l'internationalisation, j'arrive à le dire, de l'industrie française est un enjeu incontournable? C'est ce que vient de dire Pedro Novo. Je pense que vous allez dire oui, je suis d'accord. Je ne vais pas paraphraser Pedro, avec lequel je suis totalement d'accord. Je rajouterai une petite dimension sur être à l'export, c'est aussi être à l'international. Et dans une dynamique où on doit suivre des innovations, le fait d'avoir un pied à l'international permet d'être en contact avec des écosystèmes qui sont totalement différents. Enfin, aller exporter en Allemagne, c'est aussi connaître les Allemands, c'est aussi avoir un client local, c'est du coup aller dans son usine et voir ce qui se passe chez lui. Et du coup, ça aussi, c'est un outil de veille qui est assez fondamental dans un dispositif où les innovations peuvent naître un peu n'importe où globalement et où il faut s'en saisir le plus rapidement possible parce qu'on est dans un commerce qui est fondamentalement global. Donc du coup, c'est là où on voit vraiment le commerce et la manière d'opérer sont totalement liés en fait. Mon client va me nourrir autant sur ma transformation que je peux me nourrir moi-même sur ma transformation. Et ça, c'est quelque chose sur lequel l'international est un vecteur fondamental. Une dernière question, mais en fait c'était l'avant-dernière. Juste un petit point de vue peut-être un peu plus personnel. Là on est sur un salon, on voit des vrais gens. Vous êtes vibrant dans ce que vous dites. Vous les sentez ces vibrations auprès des gens qui viennent? Il y a une envie là? Je vous garantis qu'on n'a pas cherché longtemps à convaincre les entreprises de venir nous accompagner dans cette délégation. Il y a un énorme désir de retrouver les gens, de les toucher, de construire des projets, de vivre. Et ça, on le vit. Alors, on a un public qui est plus resserré, évidemment, on l'a dit, un public sur ce salon qui est un public qui est probablement, qui vient de destinations plus proches, plus européennes, mais qui est quand même assez centré, il faut quand même se dire les choses. On a nous-mêmes monté des événements qui sont aussi très digitaux, donc on est suivi dans nos événements de par le monde. Et donc, c'est comme ça qu'on touche des clients assez loin, finalement, pour suivre nos événements, comme ici sur Global Industries, mais en revanche, ceux qui sont venus, j'étais sur Wooznext par exemple lundi, sur le textile, sur la mode, le design, je suis ici sur Global Industries, je constate que les professionnels disent qu'en fait finalement, ceux qui sont venus, c'est le core business. C'est le corps là, on est vraiment au cœur de ceux qui font le business, entre professionnels, et du coup c'est très efficace. Et en fait, on bosse vachement bien dans ce contexte. Il y aura beaucoup plus de monde l'année prochaine, on l'espère, là où c'est vrai qu'on est entre deux mondes, hein, on est vraiment à mi-chemin, mais on constate quand même qu'il y a un énorme désir de grandir, de revivre et de repartir à la conquête de marché. Et un petit facteur retrouvaille aussi, quand on le voit sur la French Fab, c'est qu'on se retrouve en fait, et du coup qui vient rajouter aux vibrations qu'on peut avoir classiquement et qui les rendent encore plus fortes, évidemment. D'accord, très bien, merci messieurs, donc je rappelle que Guillaume Mortelier, vous êtes directeur exécutif, direction accompagnement chez BPI France, c'est Pedro Novo, directeur exécutif, directeur en charge des activités export chez BPI France également. Merci monsieur et bon salon. Merci.